Merci beaucoup, Salam, pour cette présentation et cette invitation. Merci à vous toutes et vous tous de favoriser cette réunion et ces échanges que nous allons avoir autour d'un thème que nous avons choisi, Dominique et moi, et le comité de rédaction de l'État du monde, qui est celui de la fin du leadership américain. Alors, d'abord, quelques éléments qui devraient lever quelques malentendus. Ce n'est pas un livre sur Trump. Ce n'est pas un livre sur les États-Unis aujourd'hui. C'est en fait une tentative de dépasser les idées simples, comme par exemple celle du déclin américain, la fameuse thèse décliniste. Il n'y a pas de déclin américain. Les Américains se portent, les États-Unis se portent très bien sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan du soft power, sur bien d'autres points aussi, mais c'est davantage une réflexion sur le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'automne 2013, le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, M. Laurent Fabius, avait été célébré un anniversaire, l'anniversaire du CAP, et avait à cette occasion beaucoup pleuré. Il avait versé de grosses larmes sur le retrait américain. Il faut dire que quelques semaines auparavant, Barack Obama avait décidé de ne pas intervenir en Syrie et de ne pas emboîter le pas que M. François Hollande avait décidé de franchir. Et Laurent Fabius, à cette occasion, disait « Mais c'est épouvantable, nous allons vers un nouveau monde, et un nouveau monde qui ne sera pas gouverné et qui sera livré à l'anarchie. » Et donc, il y a une vraie peur, et surtout, plus qu'une peur, une incapacité de penser un monde post-hégémonique, un monde dans lequel il n'y a plus de leadership. Alors, à partir de là, deux questions se posent et qui se rejoignent et qui se confondent et qui s'interpellent, qui est d'une part, mais comment expliquer cette mutation en termes de leadership et quelles en sont les conséquences sur le plan américain et sur le plan international? C'est la raison d'être de ce livre. Alors, il y a quand même des choses qui doivent être dites au départ. D'abord, le phénomène est un phénomène qui commence à être perçu fortement par l'opinion publique. Vous savez qu'un sondage avait été fait il y a quelques années en demandant qui gouverne le monde. Et à l'époque, nous sommes en 2007, 81% des gens sondés dans 44 pays couvrant les 5 continents, 81% répondaient les États-Unis. Et quand on leur posait une seconde question, qui, à votre avis, gouvernera le monde en 2020 ? À l'époque, 2020, ça pouvait paraître loin. Maintenant, c'est dans 2 mois à peine, que dis-je, dans 1 mois et demi. Et à ce moment-là, il n'était plus que 50% à répondre les États-Unis. C'est-à-dire que la tendance était déjà perçue dans l'opinion publique. Et cette opinion publique avait de bonnes raisons de voir cette mutation. Elle avait de bonnes raisons parce que qui a encore en tête qu'en 1948, les États-Unis couvraient 22% du commerce mondial. 22% du commerce mondial était couvert par les États-Unis, alors qu'aujourd'hui, on en est à 8,5, presque divisé par 3. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les BRICS, vous savez bien entendu, BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, couvrent 36% du commerce mondial. Je répète, les États-Unis, 8,5%. Les BRICS, 36%. Et même cette Europe, dont on se demande si elle existe encore, et si ce n'est pas un objet pour archéologues, l'Europe a, rien que pour sa zone euro, une part dans le commerce mondial qui maintenant est supérieure à celle des États-Unis. Donc en même temps, les États-Unis se portent bien, mais leur poids dans le jeu international n'est plus du tout ce qu'il était il y a encore peu de temps. La mutation est profonde. Alors comment l'expliquer, cette mutation ? Vous savez que jusqu'en 1989, tout était gelé dans notre monde. C'est-à-dire que la guerre froide portait bien son nom dans la mesure où
elle avait arrêté le monde en 1945. Et de 1945 à 1989, c'était les mêmes modèles, les mêmes pratiques qui se reproduisaient, alors que souterrainement, la mondialisation avait un effet tectonique impressionnant, qui était caché, qui était contenu, qui était comme gelé par l'effet de la bipolarité. Et donc, trois grands événements sont venus totalement perturber la donne. Et c'est finalement ces trois événements qui ont fait la fin de notre XXe siècle, le tournant avec le XXIe siècle. Et c'est ces trois éléments que l'on ne veut pas voir en face, ou dont on ne veut pas mesurer toutes les conséquences. Le premier événement, c'est la décolonisation. Tout a été fait pour que la décolonisation n'ait aucun impact sur le jeu international. Tout était fait pour que la décolonisation reproduise un monde à l'identique de ce qu'il était au temps colonial. Tout était fait, c'est-à-dire qu'on a habillé les nouveaux États du prêt-à-porter étatique issu du vieux monde. Tout était fait parce qu'on a su exclure systématiquement les pays du Sud de la gouvernance mondiale. Mais pourtant, et c'est là la première grande faille qui a complètement bouleversé la donne sans qu'on s'en rende compte immédiatement, faute d'être intégrés dans le nouveau jeu international, ces pays issus de la décolonisation se sont installés dans la posture d'une diplomatie contestataire. Qu'est-ce que c'est qu'une diplomatie contestataire? Faute de pouvoir s'associer à la gouvernance du monde, eh bien, on le conteste et on fait de la contestation l'élément moteur et dynamique du jeu international. Et là, on a en tête le mouvement des non-alignés et le groupe des 77, tout ce qui s'ensuit. Le deuxième élément, c'est la mondialisation. Et là aussi, on n'a pas vu l'événement se faire. La mondialisation, c'est une transformation extrêmement profonde du jeu international qui se traduit d'abord par l'inclusion, c'est-à-dire cette inclusion qui fait que maintenant, tout le monde, sauf les Palestiniens, appartiennent au même monde. La mondialisation, c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose d'énorme, d'absolument énorme. Ça veut dire que le faible continue à dépendre du fort, mais ça veut dire que désormais, le fort dépend du faible. Et ça, c'est une toute nouvelle équation. C'est-à-dire, chaque jour, quand le président des États-Unis se réveille, il perçoit une nouvelle entrave à sa superpuissance et qui vient du jeu des plus faibles. Et ça, c'est quelque chose que des siècles et des siècles de power politics empêchaient de penser. Et puis la mondialisation, c'est aussi la mobilité des images, la mobilité des personnes, la mobilité des imaginaires. Voilà, asseyez-vous là, parce que comme ça sera complet et je pourrai commencer. Cette extraordinaire mobilité qui fait que le jeu de puissance, qui est un jeu statique, devient comme ankylosé et paralysé. Alors, troisième élément, enfin, c'est la dépolarisation. Lorsqu'est tombé le mur, il y a 30 ans, presque 30 ans, dans 2 jours, nous serons au 30e anniversaire, on a tout de suite compris la dépolarisation comme étant la victoire des États-Unis sur l'URSS, ce qui était tout à fait vrai. On a tout de suite compris l'effondrement de l'URSS, qui était vrai également. On a tout de suite compris la réunification de l'Allemagne et la modification profonde de la donne en Europe, ce qui était parfaitement vrai, mais on n'a pas perçu l'essentiel. L'essentiel, avec la dépolarisation, c'est la fin de l'histoire de la puissance. C'est-à-dire que pour la première fois dans les relations internationales, celles-ci ne sont plus dynamisées par le choc des puissances, mais se trouvent dynamisées par toute une nouvelle donne que l'on voit s'accomplir aujourd'hui de manière quotidienne, qui est la tectonique des sociétés, qui est l'intersocialité, qui est ces mouvements sociaux qui font qu'aujourd'hui, le social est plus dur que le politique et le politique devient plus mou que le social. Dans ce triple jeu d'une décolonisation qui a généralisé la contestation, d'une mondialisation qui a généralisé l'interdépendance et d'une dépolarisation qui a cassé le jeu de puissance, effectivement,
même si le superpuissant a encore d'énormes ressources, ce que je disais au début, eh bien, peu à peu, il perd de ses capacités. Alors, juste pour terminer, je surveille mon chrono, juste pour terminer, comment les États-Unis ont-ils réagi face à cela? C'est très intéressant de voir, et ce qu'on essaye d'exposer dans ce livre, de voir comment, finalement, depuis la chute du mur, tous les présidents des États-Unis ont tenté, chacun de leur côté, une formule originale pour se sortir de ce qui apparaît, non pas comme un naufrage, il ne faut pas exagérer, mais en tous les cas, une déstabilisation profonde, et y compris une déstabilisation des certitudes. La première réaction, ça a été George Bush père, qui a tout de suite parlé d'un nouvel ordre international. Mais ce nouvel ordre international n'a jamais été défini par George H. Bush. Son successeur, Clinton, lui, il a fait comme s'il ne se passait rien. Et c'est assez extraordinaire de voir que cette diplomatie clintonienne a essayé de faire fonctionner les vieux réflexes de la période bipolaire, parfaitement incarnés par ces deux secrétaire d'État qui était M. Warren Christopher et Mme Albright, tout droit sortie de la guerre froide. Et c'est important parce que les deux mandats de Clinton, ça a été un temps énorme de perdu dans la réadaptation du jeu américain à ces nouvelles donnes internationales. Troisième étape, ça a été George W. Bush. Et George W. Bush a été, de tous les présidents qui ont succédé à 1989, celui qui avait le plus la mentalité du vainqueur, c'est-à-dire l'alignement des planètes nous est favorable, la mondialisation, c'est une aubaine inespérée pour généraliser, universaliser nos valeurs. C'est ce qui a donné lieu à la doctrine néoconservatrice, et c'est ce qui s'est traduit par la fameuse diplomatie transformationnelle. C'est-à-dire, on va transformer les autres États du monde pour les faire tous à notre image. Ça a coûté très cher, parce que l'aventure irakienne, très difficile de la chiffrer, mais certains vont jusqu'à, je pense que le chiffre raisonnable, c'est 600 milliards de dollars. Mais certains considèrent que le coût réel de l'intervention en Irak monte jusqu'à 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, pour vous donner une idée, c'est très exactement ce qu'on dit être le montant des investissements chinois dans la mise en place de One Road, One Belt, de la route de la soie. Donc vous voyez, c'est vraiment deux options que vous avez choisies. Cette ruine, parce que ça aboutit véritablement à une ruine des États-Unis, cette ruine des États-Unis a créé effectivement le contre-choc Obama, c'est-à-dire la volonté de tenter autre chose. Et la formule Obama est une formule intéressante. D'abord parce que je crois que c'est de tous les présidents des États-Unis le plus lucide sur ces changements opérés dans le monde, considérant que le leadership militaire américain n'était plus possible. Si le leadership militaire n'est plus possible, en revanche, il y a une possibilité, c'est de jouer la carte d'un libéralisme rénové à l'échelle de la mondialisation. Et c'est la raison pour laquelle Obama choisit l'option d'une politique étrangère de retrait, light footprint ou leadership from behind, et surtout davantage orienté sur l'économie et l'échange. C'est le temps du TTIP, des grands projets de conventions transpacifiques et ce qui s'ensuit. Et enfin, le dernier président, qui a bénéficié de la peur d'un électorat américain, et ça c'est une donne fondamentale, la peur d'un certain électorat américain face à la mondialisation qui dépossède, la mondialisation qui appauvrit, et c'est vrai que la classe moyenne américaine a été appauvrie par la mondialisation, et voilà ce phénomène qui est un peu l'aboutissement tout provisoire de l'histoire, c'est-à-dire essayer de mettre en place une formule néo-nationaliste qui consiste à amener la superpuissance qui a porté la mondialisation à être aujourd'hui le premier contestataire de la mondialisation. Formidable renversement de l'histoire qui se traduit notamment par le fait, America First, qui conduit M. Trump à considérer que quand la mondialisation peut servir les intérêts nationaux américains, on y va. Quand elle les dessert, on n'y va plus. Ce qui veut dire que la mondialisation est en soi suspecte. Voilà, mesdames et messieurs, où en est ce monde et comment expliquer cette crise et illustrer cette crise du leadership américain. Ma dernière phrase, c'est pour vous dire, parodiant quelqu'un dont je ne suis pas du tout d'ailleurs le soutien, n'ayez pas peur. Je veux dire, il n'y a aucune raison de penser qu'un monde
sans hégémone est un monde plus dangereux. Il n'y a aucune raison aussi de penser que c'est un monde meilleur. Il n'est ni meilleur ni pire. Il est à l'image de ce qu'on en fera. À la manœuvre, ce ne sont plus les stratèges politiques, ce sont les mouvements sociaux. Yossi Werther, c'est un journaliste, un des meilleurs du quotidien Haaretz, en Israël. Et il a résumé les dernières élections israéliennes, nombreuses, par cette formule que je trouve excellente. Benjamin Netanyahou n'a jamais été aussi près de perdre le pouvoir. Et la semaine que je viens de passer en Israël et en Palestine avec tout un groupe d'élus que je guidais là-bas, m'a confirmé que cette appréciation était juste. Comme vous le savez, Netanyahou a échoué à former un gouvernement. C'est maintenant Benny Gantz, son challenger, qui s'est attaché à la tâche. Benny Gantz vient de manière très publique de recevoir les représentants de la liste arabe unie et non seulement de les recevoir, mais de faire une photo qui a été tout de suite diffusée et de signer un communiqué appelant à retourner à la négociation. Communiqué lui aussi largement diffusé. Si, je dis bien, si Benjamin Netanyahou était inculpé dans les semaines qui viennent, alors on pourrait même imaginer non pas seulement un gouvernement minoritaire de Benny Gantz soutenu de l'extérieur par la liste arabe et par d'autres forces politiques, mais éventuellement le ralliement de toute une série de députés du Likoud ayant perdu leur chef, ralliement qui permettrait un gouvernement majoritaire. Dans cette défaite, et j'en viens à mon sujet, dans cette défaite, un des éléments essentiels, c'est le sentiment qu'ont eu les Israéliens que Donald Trump, comme tu dis, avait cessé d'obéir à Benjamin Netanyahou. Et ça, c'est au fond la problématique que nous avons développée, Olivier Dallage et moi, dans l'État du monde, c'est-à-dire une espèce de retour à ce que Hegel, je n'en parlerai pas longtemps, appelait la dialectique du maître et de l'esclave. Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, disait qu'à un moment donné, le maître a besoin de l'esclave pour être maître, et donc il devient l'esclave de l'esclave. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé, de manière d'ailleurs assez générale, mais en particulier dans les relations entre les États-Unis et les principaux alliés des États-Unis au Proche et au Moyen-Orient. Je voudrais en profiter pour faire un tout petit peu d'histoire, c'est un peu mon domaine, pour qu'on comprenne bien comment les choses ont évolué. Washington a été, avec Moscou, une des capitales qui ont le plus contribué à la naissance d'Israël. Et c'est d'ailleurs peu connu. Jamais les forces juives, dans la guerre de 1947-1949, ne l'auraient emporté sans les armes que Moscou, via Prague, a déversées en très grand nombre, sans les dizaines et dizaines de milliers de juifs d'Europe centrale et orientale que Moscou a poussés vers le terrain de combat, sans l'appui de conseillers militaires extrêmement expérimentés venus des différents pays d'Europe de l'Est. Il y a ensuite une période assez longue où ce ne sont plus les États-Unis qui jouent un rôle clé aux côtés d'Israël. C'est la France. C'est la France qui va, en particulier dans la préparation de la guerre contre Nasser en 1956, s'engager à fournir à Israël les éléments nécessaires à la construction de sa bombe atomique, A et ensuite H. C'est évidemment une forme d'alliance très développée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette alliance-là, elle se termine en 1967 avec la décision du général de Gaulle, devant la décision prise par Israël de déclencher une guerre
preemptive, comme on dit aux États-Unis, de décider d'un embargo et de mettre fin aux livraisons d'armes. Concrètement, il faut bien mesurer, ça veut dire qu'Israël se retrouvait sans les armes qu'il avait utilisées jusque-là. Donc ça a précipité l'entrée en scène des États-Unis, qui était évidemment dans la zone ailleurs, mais l'entrée en scène aux côtés d'Israël comme l'allié principal. Et à partir de 1967, on a effectivement une alliance extrêmement étroite, mais dans laquelle les États-Unis entendent peser sur la politique israélienne. À de nombreuses reprises, je ne vais pas faire la liste de ces moments-là, mais on voit que les États-Unis sont des alliés fidèles au Conseil de sécurité où ils dressent leur veto à toute résolution sanctionnant Israël, fidèles aussi en termes d'aide monétaire. Il faut savoir quand même que depuis toute cette période, les États-Unis fournissent de l'ordre de 4 milliards de dollars par an à Israël. Aujourd'hui, ce n'est plus une somme énorme, mais autrefois, ça l'était dans le budget israélien. Donc les États-Unis sont là, ils défendent Israël, mais quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Ils font en sorte, par exemple, que la guerre de Kippour se termine sans que Israël n'en profite pour faire de nouvelles conquêtes comme il l'avait fait en 1967. On va avoir un moment particulièrement évident de cette sorte de soutien accompagné de pression, c'est la conférence de Madrid qui est organisée à la fin de la guerre du Golfe. Les États-Unis, à l'époque, sont accusés dans le monde arabe et au-delà d'être intervenus en quelques mois pour libérer le Koweït, alors que la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza sont occupés et colonisés depuis 1967 et que, sauf si vous avez des informations plus précises, on ne sache pas qu'il y a eu la moindre intervention américaine pour forcer Israël à s'en retirer. Donc, comme il y a cette accusation, Bush père et son secrétaire d'État James Baker décident d'organiser une espèce de cérémonie d'une journée, mais dans laquelle on parle de la solution du conflit israélo-palestinien. Et voilà que le Premier ministre de l'époque, en Israël, Yitzhak Shamir, refuse de venir. Mais il refuse vraiment. Alors, les dirigeants américains annoncent que si Yitzhak Shamir ne vient pas à la conférence de Madrid, ils ne donneront pas la garantie qu'il leur est demandée pour un prêt de 10 milliards de dollars à Israël, qui à l'époque est en train, si vous vous en souvenez, ou si vous l'avez appris pour les plus jeunes, d'accueillir plus d'1 million de juifs soviétiques, qui ne sont d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux pas juifs, mais c'est une autre histoire. Donc devant cette menace, Shamir cède et vient. C'est la dernière fois qu'on aura une pression américaine de ce type sur Israël. Et ce qui va se produire après l'échec du processus de paix d'Oslo en 2000, après la seconde intifada, c'est un renversement, c'est-à-dire un moment où celui qui dirige, ça n'est plus George Bush fils, c'est Ariel Sharon. Ariel Sharon utilise les attentats du 11 septembre, utilise une certaine crédulité du fils Bush, qui n'était quand même pas le plus intelligent des présidents américains, je crois, en tout cas. C'est pas le plus bête. C'est pas le plus... Ah bah oui, mais oui, ça c'est trop facile, évidemment. Mais on a chez Sharon la volonté d'entraîner les États-Unis dans sa guerre anti-palestinienne. Et effectivement, il dit à Bush Junior, Arafat, c'est notre Ben Laden, et les États-Unis suivent. Et on va avoir encore une étape
plus incroyable encore, avec l'arrivée au pouvoir, elle coïncide quasiment, de Barack Obama d'un côté, qui fait un magnifique discours au Caire, où il affirme les droits palestiniens, la nécessité du retrait israélien, l'arrêt de la colonisation, etc. Et face à lui, il y a Benjamin Netanyahou, qui va faire en sorte de saboter toute forme de velléité américaine d'impulser à nouveau un processus de paix. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que je voulais vous dire. On rentre à partir de cet affrontement-là que Barack Obama perd, clairement, ouvertement, et il en est très marri. Il dit des choses épouvantables sur Netanyahou, mais c'est facile à dire. Dans la réalité, c'est Netanyahou qui mène le jeu. Et c'est ça qu'on voit se développer d'une manière extrêmement forte avec Donald Trump. Beaucoup de gens pensaient, en voyant Donald Trump arriver, on en a parlé souvent, que c'était Sylvester Stallone, plus ou moins. Eh bien, c'est une erreur. C'était Aldo Maccione. C'est-à-dire, on fait semblant, on montre ses muscles, mais on ne s'en sert pas. Et ça, c'est quand même une chose qui est devenue éclatante depuis le 14 septembre. Pourquoi je parle du 14 septembre? Parce que, comme vous le savez, une attaque, qu'elle soit iranienne ou houthi du Yémen, à la limite, peu importe, la réalité est que la moitié de la production de pétrole saoudienne a été bloquée pour plusieurs semaines par une attaque de drone. Vérification faite, c'est une parenthèse, il y avait bien autour de cette raffinerie des patriotes, c'est-à-dire des batteries de missiles antimissiles, mais visiblement, ceux qui servaient ces batteries ne savaient pas s'en servir. Le résultat, c'est que, évidemment, tout le monde s'est dit on va avoir une riposte. Les États-Unis vont faire rien du tout. Ni l'Arabie saoudite, ni les États-Unis, ni Israël qui était en pleine élection, donc ce n'était pas vraiment le moment. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'activités militaires israéliennes à ce moment-là. Personne n'a bougé. Et c'est quand même la preuve de ce que Bertrand a dit avant moi, c'est-à-dire que la puissance n'est plus la puissance. Qu'on ne peut pas répondre à une situation de crise généralisée au Proche-Orient en sortant ces missiles et en bombardant ici ou là. Quand on regarde le reste, et je termine là-dessus, ce n'est pas le seul cas. Vous avez sans doute remarqué que Donald Trump claironne depuis des mois qu'il a obtenu un accord formidable avec la Corée du Nord. Mais où est le contenu de cet accord? Il n'y a pas de contenu. Les Coréens continuent à faire leurs essais de missiles, etc. Bon, ils le font avec suffisamment de courtoisie pour que ce ne soit pas humiliant, mais ça continue. Donald Trump négocie en ce moment avec les talibans d'Afghanistan. Mais il faut savoir que les talibans, pendant cette négociation, multiplient les attentats. Ils ont même essayé d'assassiner le président de la République afghane. Au moment même où Trump négociait. Et on pourrait continuer comme ça, parce qu'en réalité, on a l'étalage de la faiblesse de la puissance. Et au fond, je termine avec cette idée-là, je crois que je suis dans les temps, oui. Paradoxalement, on pourrait dire que Trump poursuit la politique de retrait d'Obama. Cette politique qu'il a dénoncée comme une trahison, il est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien, il est sorti sur l'accord de l'accord de Paris, etc., etc. Mais il fait la même chose. Il se retire. Il se retire parce qu'il n'y a pas d'autre politique, en tout cas dans l'état actuel des choses, que ce type de retrait et, disons, d'abandon d'une certaine manière. Et évidemment que ça rend
j'en dis un mot pour pas quand même l'oublier. La politique de notre président de la République, d'autant plus questionnable, parce que le retrait américain devrait amener la France, et avec elle un certain nombre de pays européens, à prendre des initiatives politiques, diplomatiques. Si quelqu'un se retire, il y a un vide. Et ce vide, il faut l'occuper, et l'occuper de manière active. Ça n'est évidemment pas le cas. On a bien sûr des promenades ici ou là, on va en Chine, mais ça ne fait pas, loin de là, une politique. Merci.